Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Voici les titres. Les députés ont donné hier leur feu vert pour la mise en place de 2 commissions d'enquête parlementaire sur le foncier urbain et sur les titres miniers. Ces commissions devraient faire la lumière sur la gestion des parcelles et l'attribution des permis d'exploitation des ressources minières. Les enseignants de l'école de Fonka dans le San-Matenga sont en grève. Ils réclament des excuses publiques des Kolwego et de la localité et la restitution de 50 000 francs CFA payés par le directeur au groupe d'autodéfense. Les Kolwego n'entendent pas les choses de cette oreille, eux qui ont pris le directeur de l'école avec dans le coffre de son véhicule un sac de blé destiné à la cantine de l'école. Et puis les prêtres du Burkina et du Niger sont en conclave à Kupela. L'Assemblée générale de la fraternité sacerdotale doit pousser la réflexion sur les questions d'actualité de la vie de l'Église. L'accompagnement des producteurs de coton pour la campagne agricole 2015-2016 était à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce mercredi. Le gouvernement a décidé de baisser les prix des intrants, notamment l'engrais et les pesticides. On écoute à ce sujet le ministre en charge du commerce, Alphonse Sanou. Le gouvernement décide que cette année encore, le sac d'engrais urée comme NPK sera donc cédé aux cotoculteurs paysans à 15 000 francs CFA. S'agissant donc des insecticides, pesticides, herbicides, le prix encore cette année a connu une baisse de 500 francs en passant de 4 300 à 3 800. Ce qui fait que cette année, nous pourrons donc attendre une superficie de 800 000 hectares qui seront donc emblavés au titre donc de la culture cotonnière, ce qui va permettre donc un traitement pour aboutir à un tonnage de 700 000 tonnes de coton graine au titre de la campagne 2016-2017. C'est pour assurer qu'aujourd'hui, le coton graine sera acheté bord champ aux paysans à 235 francs, comme la campagne dernière, la campagne 2015-2017. Ça, c'est un signal fort et c'est un appui encore du gouvernement à l'endroit de ce secteur stratégique. Le ministre Alphonse Sanou s'est également prononcé sur le mémorandum avec la firme Monsanto et la décision d'arrêter la production du coton BT. On l'écoute. Dès la campagne 2015-2016, là, on a senti effectivement donc une baisse du coton génétiquement modifié qui était de près de 93%, aujourd'hui à 56%. Et le mémorandum prévoit également qu'au titre de la campagne 2016-2017, il y ait également cette semence génétiquement transgénique qui soit encore en baisse de près de 70%. Et au terme, ça voudra dire pour la campagne 2017-2018, ça sera 100% de semences conventionnelles. Donc chacun est servi et nous pensons que nos cotonculteurs qui ne voulaient pas donc du transgénique, on leur compte. Et ceux-là également qui sont pour le transgénique seront aussi servis. Voilà, les propos du ministre Stéphane Sanou ont été recueillis pour vous par Tanga Kafando. Le coton, il en a également été question lors de la rencontre bilan du programme régional de production intégrée du cotonnier en Afrique. Les acteurs de la filière coton de 6 pays membres de ce programme réfléchissent sur les problèmes parasitaires liés au coton et le déroulement de la campagne agricole 2015-2016. Le point avec Yacouba Gamene et Ismaël Diloma Sirima. Le cotonnier est l'une des plantes les plus parasitées au monde selon des recherches de l'INERA. À cela s'ajoutent des questions de fertilisation des sols qui jouent sur son rendement.
Pour trouver de meilleures solutions à ces problèmes, des réflexions sont menées par le programme régional de protection intégrée du cotonnier en Afrique, PRPICA. Le PRPICA pense à la gestion de la fertilité des sols, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des essais qui sont menés pour voir quelles sont les meilleures formulations d'engrais au niveau de la sous-région qui peuvent être harmonisées, qui peuvent permettre aux sociétés cotonnières de faire des commandes qui permettront de faire l'économie d'échelle, grâce à l'économie d'échelle, de baisser les prix pour que les intrants soient plus accessibles aux producteurs. À cette 9e rencontre bilan du PRPICA, les responsables veulent s'orienter vers la sélection des variétés de coton qui respectent l'environnement. C'est la biosécurité et la biotechnologie, c'est des questions de l'heure. Ce qui fait que c'est des questions qu'on aborde dans ces réunions bilan pour permettre un échange intellectuel, pour permettre aux gens de savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui est fait, quelles sont les difficultés qu'on pourrait avoir et qu'est-ce qu'il faut faire pour remonter ces difficultés. Concernant l'adoption ou le refus du coton génétiquement modifié, le PRPICA dit n'avoir pas de position uniformisée à ce sujet. Le débat sur les organismes génétiquement modifiés revient au devant de la scène au moment où le Burkina Faso a décidé d'abandonner la culture du coton BT. Le collectif citoyen pour l'agroécologie a livré des informations sur le coton transgénique, les OGM et la firme Monsanto. Mastiasa Drabo, Kadisanogo. Pour l'agroécologie, va en guerre contre la firme Monsanto et les OGM. C'est pourquoi il a initié cette conférence de presse pour informer les hommes de médias sur la situation du coton BT et des OGM au Burkina Faso. Une opportunité pour expliquer plus en profondeur les menaces liées aux OGM et pourquoi il est nécessaire de leur faire échec. Malgré la mise en garde de nombreuses organisations de la société civile et des scientifiques, le coton BT a été mis sur le marché en 2009 par Monsanto, qui promettait de meilleurs rendements et une qualité supérieure. La mise en garde de ces scientifiques indépendants était justifiée. Et aujourd'hui, les acteurs de la filière constatent avec effroi l'ampleur du problème. Non seulement les rendements ne sont pas bons, mais également la fibre est de mauvaise qualité par comparaison au coton conventionnel qui avait une excellente réputation sur le marché mondial. La baisse de la qualité a été telle qu'en 2014, 2015, 2/3 de la production a été classée de qualité inférieure aux moyennes. Ainsi, le secteur coton burkinabé aurait perdu plus de 48 milliards de francs CFA depuis l'introduction du coton BT. Pour lutter contre une multinationale aussi puissante que Monsanto, l'Afrique doit s'unir et s'enrichir de l'expérience des luttes des autres continents. C'est pourquoi le collectif organise du 22 au 24 avril prochain les rencontres internationales des résistances aux OGM à Ouagadougou. Nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit du directeur général des douanes, Adama Savadogo. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, monsieur Sayon. Alors, la nouvelle mesure de dédouanement, on va le dire, des marchandises, notamment le système Sylvie, est entré en vigueur depuis février dernier, mais visiblement, il y a des problèmes dans l'application et dans l'utilisation de cette plateforme virtuelle. Certains commerçants menacent de manifester. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter très succinctement le système Sylvie et ses différentes implications? Merci beaucoup, M. Sayon. Je voudrais surtout vous remercier pour l'occasion que vous nous offrez ce soir de parler d'un système qui est en construction depuis 2011, décembre 2011, et qui a connu son épilogue avec le lancement de la plateforme le 16 février par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Alors, il faut dire que le Sylvie, c'est un acronyme, c'est Système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation. Sylvie, c'est un guichet unique électronique qui interconnecte 27 administrations, publiques et privées. Et sur la plateforme gravitent les 13 banques de la place, plus la BCAO qui intervient pour consulter tout le travail qui s'y fait. Ensuite, les huit compagnies d'assurance et
l'ACOTECNA et 10 administrations publiques. Toutes ces administrations échangent des informations en temps réel avec pour objectif final la délivrance dans des délais extrêmement rapides des documents nécessaires aux formalités de dédouanement. Vous savez, l'administration des douanes accomplit 3 fonctions essentielles. Elle a d'abord une mission fiscale, une mission économique et une mission d'assistance à d'autres administrations. Ok, alors donc si on comprend, Sylvie devrait permettre de faciliter le dédouanement des marchandises. Tout à fait. Sylvie doit permettre de faciliter la collecte des documents obligatoires pour les formalités de dédouanement. Je prends un exemple. Très souvent, les camions sont garés dans nos aires de dédouanement avec des marchandises chargées. Cependant que le propriétaire de la marchandise fait le tour des administrations pour collecter les documents obligatoires pour les formalités de dédouanement. Je veux dire que la douane assiste d'autres administrations dans l'application de leur réglementation particulière. Ce n'est pas des certificats ou des autorisations ou des attestations douanières, c'est des attestations d'autres administrations. Et tant que vous n'avez pas ces documents, vous ne pouvez pas dédouaner. Alors, le camion va rester 1 semaine, parfois plus. La douane ne peut pas dédouaner parce qu'elle assiste d'autres administrations dans l'application de leur réglementation. Donc, il faut les autorisations et les certificats nécessaires pour dédouaner. Le commerçant ne peut pas disposer de sa marchandise. Personne ne gagne dans cette opération. Voilà. Donc, Sylvie se situe en amont de la procédure de dédouanement pour faciliter ce travail-là. D'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, pourquoi les commerçants ne veulent pas de ce système? Alors, si vous dites les commerçants, c'est pas tous les commerçants. Certains commerçants. Voilà, certains commerçants. La preuve, le groupement professionnel des industriels a immédiatement publié une déclaration pour dire nous soutenons l'administration de douane dans ces réformes. D'accord? Mais ceux qui ne sont pas d'accord avec la plateforme, ils ont compris quelque chose d'important dans la plateforme, c'est la transparence dans les formalités du commerce extérieur que la plateforme va apporter qui leur fait peur. Voilà. Parce que imaginez-vous, sur une plateforme où il y a à la fois la douane, les banques qui sont les intermédiaires sur le plan financier entre notre pays et puis certains fournisseurs. Voilà. D'accord. Alors, les commerçants disent également qu'il y a des problèmes, c'est-à-dire dans l'application du système, ils disent que ça prend plus de temps et que ça risque donc d'entraîner un surenchèrement donc, des prix de certains produits. C'est pas juste. Je veux dire que Sylvie, c'est dès l'ouverture de la déclaration préalable d'importation. C'est au moment même de la commande des biens que le système entre en jeu. Donc avant même que la marchandise ne soit en route pour le Burkina. Donc ça ne peut pas être quand même un système qui va tirer tout le monde vers le bas. C'est pas vrai. Dès l'ouverture dès que vous avez votre facture pro forma, vous saisissez les données dans le système, vous validez, automatiquement vous avez la déclaration préalable d'importation qui est remplie et qui peut être délivrée tout de suite et maintenant. Dès que le guichet unique qui délivre la DPI valide à son tour, toutes les administrations qui sont impliquées dans la délivrance des documents pour cette opération particulière ont leurs documents déjà remplis. Il y a mutualisation de l'information. C'est ça qui est intéressant sur la plateforme. On n'a pas besoin d'aller saisir dans les autres administrations les mêmes informations de façon redondante. Ça n'a pas de sens. Dès que vous introduisez une seule fois les données, tous ceux qui sont impliqués ont leurs documents déjà remplis. Et cela avant l'arrivée même des marchandises. Donc ce que vous dites, c'est pas juste. D'accord. Alors ce sont les commerçants qui oui, bon. Vous savez, je vous ai dit, le seul péché de Sylvie, c'est d'apporter plus de transparence dans les formalités du commerce extérieur. Parce que la banque, toutes les banques sont sur la plateforme. Je vais prendre un exemple vivant pour que vous puissiez comprendre. Un commerçant qui décide d'importer 1000 cartons de pâtes alimentaires, par exemple, d'Italie, si la valeur vaut, par exemple, 100 millions, il est obligé de domicilier son opération dans une banque. Et c'est la banque, après autorisation de la Direction des affaires monétaires et financières de la DGTCP, c'est la banque qui transfère cet argent-là aux fournisseurs. Et comme nous sommes sur la plateforme, et comme certains
ont pour sport favori de minorer la valeur de leurs marchandises, vous reconnaissez qu'ils ne peuvent pas être en phase avec nous, avec un tel système. D'accord. Alors ce soir, quel appel vous avez lancé? Donc, vous avez à lancer donc, au monde des commerçants. Bon, l'appel est simple. Je crois que le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre la plateforme au Burkina, qui d'ailleurs fonctionne au Sénégal depuis 2004. Donc ça fait 12 ans que la plateforme tourne au Sénégal, au bénéfice du monde des affaires au Sénégal. Et vous savez que le Sénégal, par rapport au Burkina, a eu 75 points dans le programme Doing Business pour avoir mis en place cette plateforme-là. Donc, est-ce que aujourd'hui le Burkina de 2016 veut dire qu'elle n'est pas aussi transparente que j'allais dire le Sénégal de 2004? Voilà, c'est ça un peu qui nous inquiète. Donc moi je pense que il faut qu'on puisse y aller pour que au niveau du commerce au Burkina, il y ait un peu plus de transparence, que chacun puisse faire son commerce, que chacun puisse gagner ce qu'il doit gagner, mais pas au détriment de l'État. D'accord. Voilà. Merci bien, monsieur le directeur général. Alors, notre invité était le directeur général des douanes, Adama Savadogo. Avec lui, il a été question du système Sylvie qui est entré en vigueur depuis février dernier. Alors, la suite du journal, l'Assemblée nationale a adopté hier, lors de sa première session ordinaire de l'année 2016, des résolutions pour la création de 2 commissions d'enquête parlementaire sur le foncier rural et sur la gestion des titres miniers. Les députés ont aussi voté en faveur de la ratification de 2 projets de loi portant sur des accords de prêt avec des institutions financières. Des détails avec Mokhtar Ouedraogo et Monkoun Dabiri. 2 commissions d'enquête parlementaire seront mises sur pied pour faire la lumière sur le lotissement et l'état des titres miniers au Burkina Faso. Ainsi en ont décidé les élus du peuple. Par l'adoption des 2 résolutions, les députés veulent faire le diagnostic des pratiques foncières dans les grandes villes du Burkina et vérifier la pertinence économique et la traçabilité des flux des titres miniers délivrés. Vous voyez aussi qu'il y a des maires qui sont en prison pour cette question de gestion de lotissement. Donc, en tant que représentants du peuple, nous ne pouvions pas ne pas aller voir clair, diagnostiquer sur la période de 1995 à 2015 cette question de lotissement et conforter ce diagnostic avec les procédures tout à fait réglementaires et proposer des solutions pour que nous puissions éviter ce type de problématiques à l'avenir. Sur la question des mines, sur les 5 dernières années, vous avez vu des mines qui ont été saccagées, incendiées, vous notez des conflits sociaux. On ne dit pas que les sociétés minières sont fautives, mais peut-être qu'il n'y a pas eu suffisamment d'explications sur les obligations des uns et des autres. Et la commission d'enquête parlementaire va aller regarder l'ensemble des obligations des parties, y compris l'État aussi. Ces enquêtes devront aboutir à des propositions de loi en vue d'une bonne gestion du foncier et du secteur minier. Donc l'objectif des députés, c'est non seulement asseoir l'équité et la justice dans ces domaines, mais permettre aussi aux investisseurs d'avoir l'assurance qu'au Burkina Faso, il y a une protection des investissements. L'Assemblée nationale est là pour voter les lois, pour contrôler l'action gouvernementale, et nous enverrons les résultats à qui de droit, c'est-à-dire nous allons renvoyer à la justice qui va se saisir des manquements s'il y en a. À l'unanimité, les 114 députés présents à cette session ont voté 2 autres projets de loi. Le premier est relatif à la ratification des accords de financement entre le Burkina et les partenaires techniques et financiers. Cette loi permet au gouvernement de mobiliser à bonne date les financements au profit du budget national. Le second projet porte sur un accord de prêt entre le Burkina et la Banque ouest-africaine de développement. Ce projet vise à restaurer, protéger et valoriser le lac Bam par une augmentation de sa commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain et sur les titres miniers. Nous recevons le député Alassane Sakandé. Alors, bonsoir, honorable. Bonsoir. Alors, nous avons vu le reportage donc sur l'adoption de ces 2, commissions
qui vont enquêter sur le foncier rural et sur les titres miniers. Alors pourquoi l'Assemblée a-t-elle jugé nécessaire de mettre en place ces 2 commissions parlementaires? Je vous remercie. Merci de nous donner l'occasion de nous exprimer sur ces 2 commissions d'enquête parlementaire qui au niveau de l'Assemblée nationale. Effectivement, c'est lors de la session, la plénière, que le président de l'Assemblée nationale, dans son discours, a eu à attirer l'attention des députés sur les 2 phénomènes, c'est-à-dire la gestion des mines et la gestion du foncier urbain. Donc, il était de notre devoir en tant que député, vu les problèmes qui ont été posés, de mettre en place ces 2 commissions, parce que la Constitution nous le permet, de mettre en place ces 2 commissions, une sur le foncier et une sur les ressources minières. Lorsque vous regardez depuis 1995 à nos jours, dans les grandes agglomérations comme Ouagadougou et Bobo et dans bien d'autres villes aussi, il y a des problèmes dus au lotissement. Donc ce qui revient à ces 2 commissions, particulièrement la commission chargée du foncier, c'est de faire l'état des lieux des différents lotissements opérés de 1995 à nos jours. Également, il suffit aussi de rapprocher les procédures utilisées et les pratiques en cours pour voir est-ce qu'il y a des dysfonctionnements au niveau du fonctionnement actuel des différentes mairies. Également, identifier et analyser les procédures et pratiques mises en œuvre par les promoteurs immobiliers pour acquérir, aménager les terrains aux fins de les vendre ou de les mettre en location-vente aux populations. D'accord. De combien de temps disposent les 2 commissions parlementaires pour rendre leur rapport? Bon, les textes autorisent jusqu'à 60 jours. Mais pour des soucis, on peut prolonger, mais pour des questions de finances, parce que vous convenez avec moi que sur le plan financier, c'est pas aisé pour cette année. Donc, nous devons tenir dans les 60 jours nécessairement. Bien que, bon, on a quand même 372 communes, mais on ne pourra pas faire toutes les communes. C'est-à-dire que nous allons procéder de façon péremptoire au choix de certaines communes pour faire un travail là-dessus. Donc sinon, ça veut dire que tout le pays entier ne sera pas concerné? Ce n'est pas possible, parce qu'en termes de temps, on ne pourra pas faire les 372 communes en 60 jours. Cela n'est pas possible. Mais nous allons procéder de façon aléatoire, prendre certaines communes et éventuellement, tout ce que nous allons relever comme dysfonctionnement, nous allons mettre ces résultats à la disposition de qui de droit. D'accord. Alors, justement, en parlant de résultats, on sait que les parlements précédents ont fait des enquêtes parlementaires qui sont restées dans les tiroirs. Est-ce que il ne faut pas craindre que ces résultats aussi ne soient pas publiés, ne soient pas portés à la connaissance du grand public? Je vais être clair à ce niveau. Les députés de cette 7e législature ne sont pas les députés comme les... Quand je dis ce ne sont pas les députés comme les autres, nous sommes venus à l'Assemblée dans un contexte différent. C'est à la suite d'une insurrection populaire. Aujourd'hui, les attentes des populations sont nombreuses et nous devons faire dans la bonne gouvernance. Donc, à ce niveau, c'est clair que le travail qui sera fourni par les 2 commissions d'enquête parlementaire, dès que nous allons finaliser les résultats, nous allons les porter à la connaissance du peuple. C'est clair et net. S'il se trouve qu'il y a des dirigeants aujourd'hui qui ont mis la main dedans, en tout cas, qu'ils se les tiennent pour dit, ces résultats des commissions-là, nous allons les porter à la connaissance du peuple, parce que c'est le peuple qui nous a mandaté d'être à l'Assemblée aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de raison que nous puissions en arriver à des résultats et nous puissions les mettre dans les tiroirs. Ça, c'est hors de question, c'est clair et c'est net. Doit-on s'attendre à des sanctions possibles? Ça ne relève pas de l'Assemblée. C'est pas dans nos prérogatives. Nous allons faire, les commissions d'enquête vont faire leur travail. Nous allons déposer les résultats de nos travaux au niveau de l'Assemblée nationale, qui se chargera de les publier, et il reviendra à la justice, en tout cas, d'enclencher un processus quelconque, mais pas au niveau de l'Assemblée, n'a pas de prérogative de sanctionner qui que ce soit. D'accord. Alors, donc, ça veut dire qu'aucun nom ne sera donc soutiré ou quelque chose de ce genre?
Je vous assure que lorsque nous allons déposer nos résultats, si l'Assemblée nationale traîne à vouloir publier ces résultats, vous pourrez me faire appel, je reviendrai avec ces résultats ici et je vous les donnerai publiquement. Merci, monsieur le député. La suite du journal. Un directeur d'école appréhendé par des Kolgoego avec dans le coffre de son véhicule un sac de blé destiné à la cantine de l'école. Il est sommé de payer la somme de 50 000 francs CFA au titre des amendes. Les faits se déroulent à Fonka dans le San Matenga et remontent au 30 avril. La situation se corse et l'école et les écoles de la province sont fermées. Aujourd'hui, les cours ont repris, mais pas à Fonka. Les enseignants demandent une restitution de la somme et ils demandent également des excuses publiques de la part des Kolgoego. Le point avec Nongba Kouda et Dramandadian. L'affaire dite de Kolgoego contre le directeur de l'école primaire de Fanka à 7 km de Kaya remonte au 30 mars dernier. Ainsi, le soir avant la descente, une équipe de groupe d'autodéfense du village se déporte dans l'enceinte de l'école pour, dit-elle, faire la lumière sur la disparition des vivres scolaires. Ils ont trimballé le directeur de l'école, il a ouvert son coffre. Effectivement, il y avait effectivement le sac qui était effectivement dans le coffre du véhicule. Donc face à ce constat, les colos ont estimé que le directeur était en infraction, comme je le disais, et que par conséquent, ils doivent lui infliger une amende de 50 000 francs. Les 6 enseignants de l'école ont donc versé solidairement la somme de 50 000 francs exigée. Inconcevable selon les collègues enseignants de la province qui se sont vite constitués en comité de crise. Ils proclament l'arrêt des cours sur toute l'étendue de la province du San Matenga pour protester contre ce qu'ils appellent la violation des enceintes scolaires. On ne peut pas donner du tout à manger à un enfant, ça n'est pas aussi se lécher les doigts. Donc sinon, il n'y a pas un texte légal qui dit que effectivement l'enseignant ou bien le directeur de l'école là doit se servir de la cantine des élèves. Face à la situation, un comité de médiation voit le jour sous la conduite de l'administration régionale et scolaire. Des négociations qui ont abouti à la reprise des cours dans les autres écoles de la province après 48 heures de protestation. Nous avons reconnu effectivement qu'il y a eu le sac. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas ça, on ne peut pas le défendre. Personne ne peut défendre ça. Ce n'est pas normal. Mais nous savons aussi que s'il faut que désormais les Kolgoego aillent dans toutes les écoles pour fouiller et dire X ou Y qui est voleur, nous savons que ce n'est pas aussi la bonne foi. Si vous avez vu l'enseignant mettre le sac dans le véhicule, vous l'attendez sur la route. Si c'est sur la route que vous avez pris l'enseignant, il nous revient de venir à vous et de nous mettre à genoux pour vous demander pardon. Mais dès lors que vous êtes allé dans l'enceinte de l'école, retirer les clés et entrer dans le magasin pour compter les vivres, il est normal qu'on vous dise aussi, en tant que Kolgoego, que vous êtes allé un peu au-delà de vos prérogatives. Le tort est ainsi partagé selon les médiateurs qui demandent que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Mais côté protagoniste, chacun reste campé sur sa position. Qui réunissent l'argent, l'administration va organiser une cérémonie, les anciens vont faire une délégation, aller assister leurs collègues de Fanka pour constater effectivement les excuses publiques devant les élèves et la remise des 50 000 francs là, avant que les cours ne puissent reprendre dans l'école de Fanka, au niveau de l'école de Fanka. Nous estimons que celui que nous avons appréhendé est un voleur. Donc, si on doit attraper un voleur et lui demander des excuses après, j'estime que cela est contraire à la logique. Nous ne pouvons donc pas restituer les 50 000 francs. Les enseignants réclament la restitution de leur argent pour sortir la tête haute de l'affaire. Alors que si nous restituons cette somme, tous les Kolgoego du Burkina sortiront déshonorés de cette affaire. Au niveau de l'école en question, les salles de classe sont cadenassées, les logements d'enseignants sans le moindre occupant.
La porte du magasin des vivres, source du problème, scellée par les Kogolwogo. Le Conseil supérieur de la communication poursuit sa campagne d'éducation aux médias pour la bonne tenue des élections municipales. L'institution de régulation de la communication au Faso a organisé une conférence publique au profit des forces vives de la province de la Bougouriba, Ali Sagnon et Isiaka Nana. Les élections municipales au Burkina Faso s'approchent à grands pas et le Conseil supérieur de la communication entend jouer sa partition pour un scrutin apaisé. Concilier liberté d'expression et responsabilité citoyenne, c'est tout l'enjeu de cette conférence publique qui a permis aux forces vives de la Bougouriba d'être plus outillées sur le rôle et la place des médias dans la vie publique. Donc je crois qu'après cette campagne d'éducation, en tout cas aux médias, nous allons assister à autre chose. Désormais, les médias seront plus responsables. Et désormais, les gens sauront ce qu'il faut aller partager au niveau des médias, au lieu d'aller pour des faits divers, j'allais dire. Placée sur le thème médias et participation citoyenne, cette campagne vise donc à instaurer une communication apaisée qui participe à la préservation de la cohésion sociale dans un monde où l'information sensationnelle, surtout celle provenant des réseaux sociaux, semble la mieux prisée. À Djebougou, même ici, il y a eu beaucoup de publications dans les médias sur des gens, sur des autorités qui n'étaient pas vérifiées du tout. Et donc nous tous on était choqués ici. Maintenant on sait qu'effectivement les médias vont prendre en compte certaines choses avant de faire les publications. Conférences publiques, formation d'hommes de médias, diffusion de micro-programmes sont également au programme de cette campagne d'éducation aux médias qui devrait s'achever le 15 juin prochain. Plus de 300 prêtres du Burkina et du Niger sont réunis à Koupela pour la 29e Assemblée générale de la fraternité sacerdotale. Les échanges et les réflexions sont axés sur les sujets pastoraux d'actualité. Roger Kam, Estelle Judith, Assokba. Un rite d'intronisation de la Bible pour donner le ton à cette 29e Assemblée générale de la fraternité sacerdotale des prêtres africains Burkina-Niger. Une assemblée générale placée sous les signes du ministère d'écoute, de délivrance, de guérison et d'exorcisme au service de l'évangélisation. Nous avons décidé d'aborder ce thème de l'ésotérisme en général pour mieux le connaître de façon, j'allais dire technique, pour connaître les différentes doctrines ou philosophies en dessous de ces mouvements, de ces groupes, afin de mieux les aborder pastoralement. Occasion pour ces 306 prêtres et évêques venus de ces deux pays frères de s'informer sur les différents mouvements et groupes existants en vue de mieux jouer leur mission sacerdotale. C'est pour informer les prêtres, pour qu'ils soient mieux armés, afin de mieux déployer une pastorale visant à faire du chrétien une personne ayant foi en Dieu, en un seul et vrai Dieu, et une foi agissante par la charité et la prière. En marge de ce grand rendez-vous biannuel, ces serviteurs de Dieu aborderont des questions relatives à la fraternité sacerdotale et bien d'autres. Il y aura l'écho des diocèses, comme nous l'appelons, voir un peu dans nos diocèses comment vont les prêtres et voir dans les diocèses quels sont les projets. Nous avons aussi des projets en commun au niveau du grand ensemble de la fraternité sacerdotale Burkina-Niger. Et nous avons aussi en ligne de mire le 75e anniversaire du sacerdoce burkinabé qui sera célébré normalement en 2017. La fraternité sacerdotale des prêtres africains Burkina-Niger a été créée en 1974. Elle compte aujourd'hui à son actif 1007 prêtres. Quels sont les principaux sujets qui ont intéressé les quotidiens de ce mercredi? La réponse avec Abdul Rasmane Zongo. Une seule actualité éclipse presque tous les sujets du jour et fait le chou gras des quotidiens. L'analyse critique de l'opposition politique burkinabé sur les 100 jours du président du Faso. Le CEFOP déplore trop d'hésitation et de tâtonnement, relève le quotidien Le Pays. L'Obs en déduit le zéro pointé de l'opposition burkinabé. Et Citoyen conclut, l'opposition peint un tableau en noir. Le Burkina n'a pas besoin d'un président diesel, mais qui roule au super, affirme Zéphirin Diabré dans les colonnes du quotidien Notre Temps. Et notre confrère dénumère quelques griefs à l'encontre du nouveau pouvoir. La politisation de l'administration recommence, se demande le journal. La transition est un bouc émissaire,
s'interroge davantage le journal Notre Temps. Et qu'en est-il de l'économie et du chômage? Parallèlement, sur la situation nationale, la coalition contre la vie chère hausse également le ton. Cette thèse est corroborée par l'Express du Faso et qui soutient la CCVC monte une fois de plus au créneau. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.